Merci, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Et pour toujours le débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 19, je reconnais maintenant Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Collègue des Îles-de-la-Madeleine m'a fait rire à quelques reprises dans son intervention. Les gens des Îles-de-la-Madeleine sont toujours colorés, toujours imagés, mais dans ce cas-ci, c'est plus l'histoire qu'il a racontée qui, disons, fait sourciller plusieurs. Mais avant d'arriver à la saga qui nous a menés au projet de loi 19, je dois dire, Monsieur le Président, qu'on va prendre une approche différente de celle du Parti québécois. Nous, on va appuyer le principe du projet de loi 19. On va aider le gouvernement à reculer. C'est essentiellement ça, le projet de loi 19. Alors nous, on va être conséquents avec nous-mêmes. On a décrié la version précédente, la loi 2. Et aujourd'hui, le gouvernement nous présente un projet de loi qui vient essentiellement abroger la moitié des mesures dans le projet de loi 2. La moitié des mesures avec lesquelles on n'était pas d'accord. Alors, on va aider le gouvernement à reculer. On va voter en faveur du projet de loi 19 dans son principe. Mais c'est ça qui fait le projet de loi 19, Monsieur le Président. Il abroge 99 articles. Et ça, c'est en plus des 78 articles qui avaient déjà été abrogés par le projet de loi 16, qu'on a adopté il y a quelques mois. 99 articles, Monsieur le Président, c'est 42 du projet de loi, parti, fini, en fait 42 de la loi, éliminé. On n'en veut plus. Mais là où le député des Îles-de-la-Madeleine m'a fait rire aussi, c'est quand il fait référence à toute la saga créée autour de la loi 2. C'est vrai. Sauf que je lui rappelle que sa propre formation politique va aussi créer tout un enjeu avec les médecins. Sa formation politique, le Parti québécois, a déjà déclaré, Monsieur le Président, qu'ils veulent s'attaquer d'entrée de jeu. C'est la première idée que moi j'ai entendue en matière de santé de la part du Parti québécois, à l'incorporation des médecins. Débat légitime, Monsieur le Président, on peut avoir ce débat-là. Mais s'il pense que ça va mener à autre chose qu'un débat sur l'administratif, qu'un débat sur la rémunération des médecins encore, et que le patient va encore une fois se trouver bien, bien loin dans les priorités de la formation politique, Monsieur le Président, je suis obligé de lui dire qu'il se lance dans un chantier qui va nous mener à des situations comme celle qu'il vient de décrire. Encore une fois. Moi, Monsieur le Président, je pense que c'est utile de regarder le projet de loi 19 dans le contexte dans lequel il s'inscrit. Il s'inscrit dans un contexte où le gouvernement du Québec a pris l'argent des contribuables pour dire essentiellement, pour demander, et ça c'est une bonne chose, pour demander aux plus grands experts au Québec en matière de première ligne comment s'y prendre. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et ces gens-là, contre rémunération de quelques centaines de milliers de dollars, Monsieur le Président, ils ont pondu un rapport étoffé. Vous envoyez l'épaisseur, Monsieur le Président. Soutenir l'élaboration d'une première politique gouvernementale de soins et services de première ligne au Québec. Experts mandatés Élise Boulanger, Mylène Breton et Antoine Groux. Et, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont recommandé le projet de loi 106? Ben non, Monsieur le Président. Est-ce qu'ils ont recommandé la loi 2? Ben non, Monsieur le Président. Voici voici l'ensemble de leurs recommandations. Parce que ce qu'ils nous ont donné ici, c'est le chemin à suivre. C'est une autoroute vers des meilleurs services, Monsieur le Président. C'est ça qu'ils nous ont offert. Et ils le disent eux-mêmes, ces recommandations sont indissociables. Alors, il faut les prendre dans son entièreté. On ne peut pas aller faire le fameux pick and choose. On ne peut pas prendre la première, laisser la deuxième, prendre la troisième. Ce sont des recommandations qui, lorsque prises ensemble, proposent une clé de réussite au gouvernement du Québec pour offrir aux patients, à ceux qui désespérément essaient par tous les moyens depuis plusieurs années d'obtenir des services de base.
les services de première ligne. Tout d'abord, élaborer une stratégie de développement des ressources humaines en soins de première ligne de façon à augmenter la capacité des équipes et des réseaux locaux de services à répondre aux besoins de la population à l'intérieur du système public. Ça, Monsieur le Président, là, ça, c'était au cœur de tous les débats qu'on a eus en santé ici au cours des dernières années. Il n'y a pas une fois, pas une, où je me suis levé ici pour parler de santé dans le cadre d'un débat parlementaire comme ça, sans dire au gouvernement, ça prend une stratégie en matière de ressources humaines, une stratégie globale. C'est ce qu'ils viennent de dire. Élaborer une stratégie de développement des ressources humaines en soins de première ligne. Combien d'infirmières en première ligne est-ce qu'on va avoir besoin au cours des 5-10 prochaines années? Combien de travailleurs sociaux? Combien de physiothérapeutes? Combien de nutritionnistes? Combien de gens œuvrant dans la première ligne, à l'intérieur de nos RLS, est-ce qu'on a besoin? Et comment est-ce qu'on va arriver à convaincre ces gens-là de venir au Québec, d'entamer des études dans ces milieux-là, d'offrir des soins à la population? Recommandation numéro 2. Maintenir l'inscription à un médecin de famille ou un IPS au sein d'une équipe interprofessionnelle sans égard aux caractéristiques sociodémographiques et cliniques des usagers, comme assise de l'accès universel des soins de première ligne de qualité. Alors là, Monsieur le Président, quand on nous dit au gouvernement, ils vont être pris en charge par une clinique, ce n'est pas ce qui est demandé par les experts, Monsieur le Président. Maintenir l'inscription à un médecin de famille ou à une IPS. Recommandation 3. Mettre en place une gouvernance de proximité des soins de première ligne alignée avec la responsabilité populationnelle et articulée de façon cohérente avec tous les échelons du système de santé et de services sociaux afin d'assurer aux soins de première ligne les leviers d'action nécessaires pour organiser et adapter les services en fonction de la population et des orientations provinciales. Monsieur le Président, est-ce que vous avez vu quelque chose dans l'un ou l'autre des nombreux projets de loi nommés tout à l'heure où il y a une cohérence avec tous les échelons du système de santé et de services sociaux? Moi, je n'ai pas vu ça, Monsieur le Président, nulle part dans les nombreux projets de loi. Investir dans la production, recommandation 4, investir dans la production du savoir en soins de première ligne pour le déploiement d'un réel système de santé apprenant. Une infrastructure de données accessible et agile, Monsieur le Président, on est loin de ça au Québec. Recommandation 5, assurer un financement public spécifique aux soins de première ligne cohérent avec les orientations annoncées et revoir la contractualisation des milieux cliniques recevant ces fonds publics. Avez-vous entendu parler de ça en quelque part? Je sais que vous suivez nos travaux avec assiduité, Monsieur le Président, même quand vous n'êtes pas assis dans cette chaise-là. Avez-vous entendu en quelque part quelqu'un parler du financement public des soins de première ligne, que ce soit dans le cadre du projet de loi 106, de la loi 2, du projet de loi 19, du projet de loi 16? Pas du tout, Monsieur le Président. Suivre, recommandation 6, suivre au niveau populationnel l'atteinte des orientations annoncées par un ensemble de mesures de résultats ayant un grand potentiel de valeur ajoutée pour la population en fonction du quintuple objectif. Monsieur le Président, je pourrais continuer comme ça, mais je pense que vous comprenez l'essence de mon propos. C'est-à-dire qu'on a pris les meilleurs experts au Québec, qu'on leur a demandé comment procéder, on leur a donné du temps pour élaborer un rapport, et on a fait exactement le contraire de ce qu'ils nous ont dit. Ça, c'est l'approche de la CAQ. On va prendre l'argent du public, on va le donner aux experts, puis on ne fera absolument rien de ce qu'ils nous disent parce qu'on a des impératifs politiques. Bon, mais parlons-en de leurs impératifs politiques, Monsieur le Président. Ils ont commencé avec le projet de loi 106. Et je dis projet de loi, Monsieur le Président, parce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé au projet de loi 106. On a eu des consultations où à peu près tout le monde, à peu près chacun des intervenants qui est venu en commission parlementaire nous a dit « ça ne tient pas la route, votre affaire. Ça ne marchera pas. C'est contre-productif. Ça va avoir des effets néfastes. » Vous vous souvenez, Monsieur le Président, du Collège des médecins. Le Collège des médecins qui nommait l'approche gouvernementale comme de la médecine fast-food. Pourquoi il disait ça, Monsieur le Président?
Et là, je vais me permettre d'utiliser les propos qui avaient été avancés par le GMF de Vaudreuil. J'ai déjà fait dans cette chambre, je vais le refaire aujourd'hui parce que les 3 intervenantes du GMF de Vaudreuil étaient particulièrement pointues dans leur critique. Ce qu'elles nous disaient, les 3 médecins, c'est qu'essentiellement, le projet de loi 106 leur demandait de mettre de côté toute la recherche qu'elles faisaient. Le projet de loi 106 leur demandait de mettre de côté tout l'enseignement qu'elles faisaient. Il faudra que vous m'expliquiez, M. le Président, comment on va former la relève s'il n'y a pas d'enseignement en médecine au Québec. Le projet de loi 106 leur demandait de mettre de côté les soins palliatifs. Je ne sais pas vous, M. le Président, mais le jour où je vais quitter ce monde, le faire dans un contexte de soins palliatifs de qualité avec les meilleurs experts, ça m'apparaît souhaitable, M. le Président. Le projet de loi 106 leur demandait de mettre de côté tout ce qu'ils faisaient en matière de soins à domicile. Bien oui, on n'a pas besoin de ça, des soins à domicile au Québec. Ce que les médecins du GMF de Vaudreuil nous ont dit, essentiellement, c'est que le projet de loi 106 leur demandait de faire de la médecine à la chaîne. Parce que si dans leur GMF, quelqu'un décidait de faire une activité autre que de voir patient après patient après patient, bien, elle serait collectivement pénalisée financièrement. C'est ça qu'ils nous ont dit. Le projet de loi 106, il allait plus loin que ça, M. le Président. Il y a d'autres choses là-dedans. Mais quand le Collège des médecins, là, ce n'est pas la Fédération des médecins omnipraticiens, ce n'est pas la Fédération des médecins spécialistes, ce n'est pas ce que le gouvernement de la CAQ aime appeler les syndicats de médecins. Le Collège des médecins, il est là parce qu'il a une mission de protection du public. Et le Collège des médecins a regardé le gouvernement de la CAQ dans les yeux et leur a dit, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la médecine fast-food. C'est de la médecine à la chaîne, avec une qualité de soins diminuée, avec d'autres aspects de la pratique médicale qui sont mis de côté, qui sont dévalorisés. La docteure Sarah-Émilie Giraldo-Bélanger, qui est médecin de famille, M. le Président, m'a quand même fait rire avec la citation suivante. En 2025, je pense que tout le monde sait que le fast-food, c'est mauvais pour la santé. Bien, la médecine fast-food, c'est aussi mauvais pour la santé. Puis on ne va pas se faire forcer de vous en servir. Ça, c'est une médecin qui pensait à ses patients et qui s'est dit essentiellement, c'est pas vrai que le gouvernement va me dire que je peux juste passer 5 minutes, 7 minutes avec vous autres. Moi, je veux offrir une qualité de soins à mes patients. Moi, je pense qu'il y a une valeur ajoutée à faire de l'enseignement, à faire de la recherche, à faire des soins palliatifs, à aller travailler en CHSLD, à faire des soins à domicile. Ce que la docteure Giraldo-Bélanger a dit au ministre de la Santé de l'époque, au premier ministre, puis à tous les députés de la CAQ, c'est que ce n'est pas la façon dont on veut pratiquer la médecine au Québec. Mais savez-vous quoi, M. le Président? C'est pas la façon non plus dont les patients veulent être traités au Québec. D'avoir de la médecine qui met la qualité de côté en valorisant seulement la quantité, c'est dangereux, M. le Président. Ça, c'était l'approche préconisée par le gouvernement actuel. La Fédération des médecins, la Fédération médicale étudiante du Québec, pardon, M. le Président, je vais les citer aussi. Voici ce qu'ils avaient dit de l'approche gouvernementale. Le projet de loi 106 prévoit que tous les Québécois soient affiliés de force à un milieu de pratique sans tenir compte des capacités réelles des professionnels à prendre en charge ces patients. Cette demande revient à imposer l'impossible. Le patient sera peut-être affilié à un milieu, mais seulement sur papier. Il ne pourra pas voir un médecin lorsqu'il en aura besoin, car celui-ci croulera sous un nombre de patients dépassant la capacité d'accueil de son milieu. Monsieur le Président, comprenez ce que ça veut dire essentiellement. Ça veut dire que le gouvernement, dans son objectif d'inscrire tout le monde, et là, on peut bien
on peut bien hocher de la tête négativement là, du côté du gouvernement. L'affaire, c'est que le projet de loi 19 vient donner raison à ces gens-là. Mais ce que le projet de loi 106 disait, c'est que vous allez inscrire tout le monde, que vous soyez capable de les voir, que vous ayez la possibilité, que vous ayez des plages horaires ou non, tout le monde va être inscrit, mais personne ne va être capable d'être vu. C'est à peu près ça le constat qui avait été fait par les étudiants en médecine, Monsieur le Président. Je vous en donne un autre exemple. Le docteur Pascal Brault. « Je suis inquiète pour mes patients », a déclaré la docteure Pascal Brault. « S'il faut que je double le nombre de patients que je vois demain matin, bien, ça conduit à une médecine de mauvaise qualité. On s'en va vers une médecine fast-food. » Ça, Monsieur le Président, c'est des médecins qui aimeraient ça en donner davantage à leurs patients, qui aimeraient ça pouvoir s'assurer que leurs patients sont vus et reçoivent les soins nécessaires dans un délai acceptable. Mais pour ce faire, Monsieur le Président, ce qu'à peu près tout le monde qui est venu en commission parlementaire nous a dit à l'époque, c'est que ça prend un engagement mutuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement propose pour donner les moyens à ces cliniques-là de voir leurs patients, de traiter leurs patients, tous les nouveaux patients qu'ils doivent prendre en charge? Est-ce qu'on va leur offrir des psychologues supplémentaires? Est-ce qu'on va leur offrir des travailleurs sociaux supplémentaires? Est-ce qu'on va leur offrir des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées supplémentaires? Non, Monsieur le Président, le gouvernement prenait sa responsabilité, soigner les Québécois, leur offrir un accès, et il prenait cette responsabilité-là et la mettait uniquement sur les épaules d'un groupe de professionnels en leur disant « ben moi, je ne vous aide pas. Moi, je ne veux pas assurer qu'il y a d'autres types de professionnels à vos côtés pour que le patient soit bien orienté, pour que les cas de santé mentale, qui sont une grande partie du travail des médecins de famille aujourd'hui, puissent avoir d'autres types de professionnels à l'intérieur de la même clinique. » Il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien de ça. Il n'y avait pas d'engagement mutuel. Il n'y avait pas de responsabilisation de la part du gouvernement. Il n'y avait qu'un transfert de responsabilité. Et moi, je le prends comme ça, Monsieur le Président. Moi, je paye mes impôts, là. Et les gens de ma circonscription vont vous dire la même affaire. On paye nos impôts au gouvernement pour que celui-là nous offre des services. Et dans ce cas-ci, le gouvernement prenait sa responsabilité d'offrir des services et la mettait carrément sur un groupe de professionnels. Et ça, Monsieur le Président, il faut se souvenir du contexte, du contexte du projet de loi 106, où l'attitude du gouvernement, notamment du premier ministre, était particulièrement peu aidante, disons. En fait, à chaque fois que le premier ministre prenait la parole, c'était pour mettre de l'huile sur le feu, Monsieur le Président. Écoutez bien cette... Adjoint du gouvernement. Ce sont des propos blessants qu'on prête au premier ministre. On doit prendre la parole ici. Écoutez, je vais demander au député de Pontiac de poursuivre. Donc, je comprends que vous vous sentez mal à l'aise, mais cependant, c'est des critiques du gouvernement qui peuvent se faire normalement. Poursuivez, Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que je pourrais être plus doux avec le premier ministre, et il a pris une approche très différente que le député de Chapleau. Moi, le premier ministre, il parlait du sujet, parce que moi, j'ai suivi les médias dans ma région, en Outaouais. Lors des manifestations, j'ai suivi les médias pendant toute la saga du projet de loi 106, de la loi 2, et jamais j'ai entendu le député de Chapleau intervenir. Alors, je ne peux pas dire que lui a mis de l'huile sur le feu, Monsieur le Président. Écoutez bien cet article. Je vais le lire avec vous, Monsieur le Président. Et je reviens au propos du Collège des médecins. Le Collège des médecins et le premier ministre se coltaillent. C'est bien de se coltailler avec quelqu'un qui a la protection du public en tête, d'abord et avant tout, comme mandat. Le Collège des médecins lance cet avertissement. Lier la rémunération des médecins à l'atteinte d'indicateurs de performance serait tout simplement
dangereux pour le patient. Un groupe, un ordre professionnel qui a la responsabilité de protection des patients venait dire que c'était dangereux pour le patient. Cette recherche de volumétrie se ferait au détriment du temps passé avec les patients, ce qui nuirait à la qualité des soins, en particulier pour les personnes, pour les populations vulnérables. Le président du collège, le Dr Gaudreault, qu'on connaît tous, a déclaré en commission parlementaire qu'il craignait notamment que des médecins ratent des diagnostics. Et il a demandé au gouvernement, il a demandé au premier ministre, il a demandé au ministre de la Santé, il a demandé aux députés de la CAQ qui répétaient ces messages-là dans leur circonscription de cesser immédiatement le dénigrement de la profession médicale. Ça, ce sont les propos du président du Collège des médecins. Je ne sais pas, M. le Président, si vous avez eu la chance de côtoyer le Dr Gaudreault. C'est quelqu'un qui mesure chacun de ses mots. C'est un homme posé et réfléchi. Alors, pour qu'il dise qu'il y a dénigrement de la profession médicale de la part du gouvernement et qu'il demande d'immédiatement cesser cette pratique, c'est parce que le gouvernement est allé trop loin. Mais vous savez quoi, M. le Président? Le premier ministre, lui, faisait comme si de rien n'était. Lui, il disait, voyons, tout ce qu'on fait, c'est changer le mode de rémunération. Il revenait toujours à ça, M. le Président. Hein, il nous disait, il y a d'autres provinces qui ont changé le mode de rémunération pour mettre une partie en fonction de la prise en charge. Pourquoi les autres seraient capables, puis nous, on n'est pas capables? Il nous disait, c'est clair que si on ne change pas la recette, les résultats ne vont pas changer. Monsieur le Président, le problème avec cette affirmation-là, c'est que tout le monde était d'accord sur le mode de rémunération. Il n'y a personne qui s'opposait à ça. Pas les méchants syndicats de médecins, pas les partis d'opposition. Moi, j'ai entendu personne, tout au long de ce débat-là, dire qu'il tenait mordicus au mode de rémunération actuel. Personne. Le gouvernement a pris une porte qui était bien ouverte et il a choisi d'y enfoncer son épaule, comme s'il voulait défoncer la porte, M. le Président. Alors, le premier ministre peut nous dire aujourd'hui que son nouveau projet de loi, comme les versions précédentes, c'est des projets de loi qui sont révolutionnaires. C'est des projets de loi qui osent s'attaquer à ce qu'aucun gouvernement avant le sien n'a osé faire. Monsieur le Président, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Alors, se targuer aujourd'hui d'être un grand innovateur, un premier ministre très courageux, c'est un peu fort de café, Monsieur le Président. Tout le monde était d'accord. Mais là où le gouvernement est allé plus loin que ce que tous les gouvernements précédents ont osé faire, c'est qu'ils ont essentiellement dit « si vous voulez voir les médecins un vendredi, allez trouver sur ces terrains de golf. » Ils ont traité les médecins ouvertement de paresseux. Il n'y avait aucune gêne. Monsieur le Président, lorsque venait le temps de faire ce que le Dr Gaudreault considère du dénigrement de la profession médicale. Le projet de loi 106, il allait quand même plus loin que ça. Vous vous souvenez des fameux codes de couleur? Vous n'êtes pas un patient, vous êtes une pastille. C'est le gouvernement, dans sa tour à bureau à Québec, qui va décider quelle couleur de pastille vous êtes. Ce n'est pas votre médecin, ce n'est pas votre professionnel de la santé, c'est le gouvernement qui va décider. Demandez-vous pas, Monsieur le Président, pourquoi les groupes sortaient un après l'autre après l'autre. Demandez-vous pas pourquoi les doyens des facultés de médecine, des 4 facultés de médecine, sont venus en commission parlementaire pour dire que ça n'avait aucun sens, cette affaire-là. Demandez-vous pas pourquoi les GMF sont venus dire ça. Demandez-vous pas pourquoi les représentants des fédérations de médecins sont venus dire ça. Demandez-vous pas pourquoi le Collège des médecins est venu dire ça, que ce projet de loi-là ne tenait pas la route. Mais pourtant, pendant ce temps-là, à la CAQ, tout était beau, tout était rose. Tout le monde suivait le chef, tout le monde suivait le ministre de la Santé. C'est par là qu'on s'en va. Dénigrement des médecins,
des cibles qui n'ont aucun espèce de bon sens, des pastilles pour des patients. Mais tout le monde va être pris en charge, M. le Président. C'est ce qu'on essayait de faire croire à la population. Après ça, M. le Président, on s'est rendu compte que, finalement, le projet de loi 106, c'est peut-être pas la meilleure approche. On va déposer la loi 2, ce qui est aujourd'hui la loi 2. Et là, à peu près tout le monde a compris, au Québec, à peu près tout le monde a compris, incluant les médecins, l'impact que ça aurait. Et c'est là que vous avez vu, M. le Président, en fait, ils ont vu l'impact que ça aurait et ils ont vu à quel point le gouvernement était prêt à aller loin pour qu'il ne puisse pas y avoir de débat public. Souvenez-vous, M. le Président, on a dit au moment du dépôt de la loi 2 que si 3 médecins se parlaient puis ils planifiaient leur retraite en même temps, bien ça, ce serait interdit au Québec. Ça ne pourrait pas avoir lieu. Si vous êtes un couple, 2 médecins, puis que vous avez un ami, puis vous planifiez votre retraite, puis vous dites « Ah, on devrait peut-être partir vers le mois de juin. » Ça, là, M. le Président, c'est des gens qui seraient en défaut de la loi. C'est ce qu'on a dit au gouvernement de la CAQ. Ils sont allés loin dans leur projet de loi. Ils sont allés très loin. Souvenez-vous ce que ça a créé. Doug Ford s'est mis à appeler les médecins du Québec en disant « Venez chez nous, nous autres, on va vous valoriser. » La première ministre du Nouveau-Brunswick, elle a fait des conférences de presse pour dire aux médecins du Québec « Nous, on va vous donner des bonnes conditions de travail, on va vous respecter. » Le Manitoba a fait des séances sur Internet, ce que le gouvernement appelle des webinaires. Le gouvernement du Manitoba a fait des webinaires destinés aux médecins du Québec pour les attirer. Pensez-vous, 2 secondes, M. le Président, que ces 3 provinces-là, que le premier ministre de l'Ontario se donnerait le trouble lui-même de prendre le téléphone puis d'appeler un à la fois les médecins du Québec si ce n'était pas pour porter fruit. Pensez-vous que le gouvernement du Manitoba, c'est loin de Manitoba, pensez-vous que le gouvernement du Manitoba prendrait le temps d'organiser des webinaires pour des médecins du Québec s'il n'y en avait pas d'intéressés à partir puis à aller vers cette province-là? Le député des Îles en a parlé tantôt. Encore aujourd'hui, on apprend qu'il y a des médecins qui quittent pour ces provinces-là. Des médecins cette semaine, dans les nouvelles, qui ont confirmé qu'ils s'en allaient au Nouveau-Brunswick. Et moi, je dois dire une chose. La semaine dernière, on a posé une question au gouvernement de la CAQ, à savoir, pouvez-vous nous dire combien de gens ont perdu leur médecin de famille parce que le médecin a choisi de prendre une retraite prématurée dans le contexte de la loi 2 ou a choisi d'aller s'expatrier en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou ailleurs? Et le premier ministre nous dit bien ouvertement, 0, il n'y en a pas, personne n'a perdu son médecin. Monsieur le Président, demandez au député de Chapleau combien de gens lui ont écrit dans sa boîte courriel, parce qu'il reçoit les mêmes courriels que moi en Outaouais. Combien de gens lui ont écrit dans sa boîte courriel pour lui dire qu'ils ont perdu leur médecin? C'est pas 0. Combien de gens ils croisent dans la rue? Combien de gens ils croisent dans les événements dans notre région qui lui ont dit que leur médecin est parti en Ontario? C'est pas 0, Monsieur le Président. Il y en a beaucoup. En fait, selon le CIS de l'Outaouais, il y en a 15 000. 15 000 juste dans ma région, Monsieur le Président. Parce qu'en date d'aujourd'hui, il y a 25 médecins de famille qui ont quitté et il y a 9 spécialistes qui ont quitté. Ça peut-être, je comprends, Monsieur le Président, que vous êtes député dans une grande ville. 9 médecins spécialistes, ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose. Mais pour une région de 400 000 personnes, c'est énorme, perdre 9 spécialistes. Perdre 25 médecins de famille. Énorme. Et pas n'importe quel spécialiste. On a perdu des sommités. Ils ne sont pas juste partis en catimini, là. Ils se sont exprimés sur la place publique. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais été insultés comme ça, qu'ils n'avaient jamais vu un gouvernement agir de la sorte.
Mais encore là, M. le Président, à travers tout ça, à travers les manifestations publiques, à travers les médecins qui annonçaient leur départ, les députés de la CAQ qui sont ici, ils ont tous tenu la ligne du gouvernement qu'on avait besoin du bâton. On avait besoin des pénalités. On avait besoin de faire en sorte, M. le Président, que si un médecin à Gaspé n'atteignait pas ses objectifs de prise en charge, que le médecin à Gatineau serait pénalisé. Ils ont tous dit ça. Demandez-moi, M. le Président. Demandez, en fait, je vais leur virer de bord. Demandez aux députés de Chauveau aujourd'hui s'ils aimeraient ça que sa rémunération à lui soit basée sur le fait que moi, je retourne mes courriels ou non. C'est à peu près ça qu'on demandait aux médecins. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Il peut bien venir me voir tous les jours, là, en avant de mon bureau, et dire « Répondons à tes courriels. J'aimerais ça que tu répondes à tes courriels. » Ça ne tentera plus de travailler avec moi si sa rémunération, à un moment donné, est basée sur quelque chose qu'il ne contrôle pas et que je ne fais pas. Ça ne lui tentera pas. Bien, c'est ça que le gouvernement demandait aux médecins. Vous n'avez aucun contrôle sur ce que le médecin à Gaspé y fait. Mais votre rémunération va être affectée par sa performance. Voyons, M. le Président, il n'y a pas une entreprise privée qui marche de même non plus. Là. À un moment donné, si tu veux avoir des objectifs, il faut que tu aies un contrôle là-dessus. Là, M. le Président, je vous rappelle le contexte, encore une fois, d'un premier ministre, pas n'importe qui, là. Pas n'importe quel député, pas un porte-parole d'opposition, pas n'importe quel ministre. Le premier ministre qui répétait continuellement « On ne lâchera pas, on va aller jusqu'au bout, ça va brasser, vous allez voir ». Premier ministre du Québec qui avait cette attitude-là. Et là, on arrive au projet de loi 19. En fait, pas vrai. Monsieur le Président, il y avait le projet de loi 16. On a commencé avec le rapport des experts. On l'a mis de côté, on n'a pas fait ça. On est allé au projet de loi 106. On l'a mis de côté parce qu'il était écrit tout croche. On est revenu avec la loi 2, qui était écrit moins croche, mais qui allait plus loin que le projet de loi 106. Là, on a des manifestations partout, des médecins qui disent qu'ils vont quitter. Là, on a le ministre délégué à la Santé qui nous dit « Ouais, moi, je suis médecin, puis non, ça ne marche pas. Je préfère siéger comme indépendant. Je préfère quitter ma formation politique. » On a des députés du côté de la Coalition Avenir Québec qui commencent à faire la même chose. La députée de Laporte, qui a quitté le caucus gouvernemental, entre autres à cause de la loi 2. Là, M. le Président, on arrive à un moment d'éveil au gouvernement. On se dit, ouais, peut-être qu'effectivement, la loi 2, elle va un petit peu trop loin. Donc là, on arrive avec le projet de loi 16. Le projet de loi 16 qui vient essentiellement enlever, comme on l'a dit tantôt, 78 articles. Il abroge 78 articles. Et là, c'est essentiellement les articles liberticides. Hein? Le fait que moi puis mon collègue médecin, on se parle, on planifie notre retraite. Hey, on achète-tu un condo en Floride? On va aller jouer au golf à notre retraite. C'est-tu permis? C'est-tu pas permis? On peut-tu se parler? On peut-tu coordonner? Hein? Le gouvernement se dit, OK, bien ça, on va enlever ça. Hein? Quand même, peut-être un peu fort de café. Et là, on apprend, M. le Président, une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens. Le gouvernement arrive à une entente avec la FMOQ. Là, ce n'est pas la loi 2 qui va s'appliquer. Hein. C'est autre chose. La loi 2 disait « Tout le monde va être pris en charge ». L'entente, elle ne dit pas ça, M. le Président. La loi 2, elle disait « Il va y avoir des pénalités importantes. Hein, » on en parlait tantôt. Pénalité pour le député de Chauveau si moi je ne respecte pas mes engagements. Il n'y a plus ça. OK. Donc là, c'est le début d'un recul, M. le Président. Mais là, le projet de loi à 19, là, quand on en lit les détails, c'est qu'il fait exactement le contraire, M. le Président, de ce qui était prévu dans la loi 2. Exactement le contraire, bout pour bout. Et au gouvernement, écoutez bien ça,
au gouvernement de la CAQ, la ministre de la Santé d'aujourd'hui, elle nous dit essentiellement, bien, la loi 2, elle était très bonne, il y avait juste un problème de communication, puis elle nous dit en même temps, la loi 19, elle est très bonne. Ça ne marche pas, ça, M. le Président. Moi, je vois, du côté du gouvernement, là, je vois 2 personnes qui sont conséquentes là-dedans. En fait, pas nécessairement du côté du gouvernement, il faut que je regarde du côté des indépendants. Le ministre de la Santé, je ne suis pas d'accord avec lui. Sur toute la ligne, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il a quitté son caucus parce que lui, il croyait à la loi 2. Lui, il croyait à l'approche du bâton. La loi 2, c'était le bâton. La loi 19, c'est la carotte. On ne peut pas penser que les deux, c'est les bonnes approches. C'est un ou c'est l'autre. Le ministre de la Santé nous a dit, moi, je croyais à ça. Je voulais avoir une prise en charge pour tous les Québécois. C'est les moyens que je voulais utiliser. Le gouvernement fait volte-face. C'est pas ça que je veux. Je vais aller siéger comme indépendant. Il a tenu la même ligne tout le long. C'est cohérent. Pas d'accord, mais c'est cohérent. Il y a le député de Lévis, M. le Président. Le député de Lévis qui a appuyé la loi 2 à l'époque. Mais aujourd'hui, il appuie la loi 19. Alors vous allez me dire, mais comment il peut faire ça? Ça ne marche pas. Vous me dites depuis tantôt, M. le député, qu'on ne peut pas faire les deux. Effectivement, mais le député de Lévis, c'est le seul que j'ai entendu dire au gouvernement que la loi 2, elle allait trop loin. L'ensemble des députés de la CAQ ont défendu la loi 2 dans leur circonscription. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils ne l'avaient pas compris. Il y en a qui ont dit qu'ils ne l'avaient pas lu. Je comprends qu'on a été forcé à voter sur cette loi-là tard dans le milieu de la nuit par bâillon. Mais quand même, ils ont voté pour une loi qu'ils n'avaient pas lue, M. le Président. Mais ils ont tous, quand même, suivi la ligne du gouvernement. Malgré les manifestations, malgré les médecins qui quittaient, ils ont tous suivi la ligne du gouvernement. Et aujourd'hui, ils continuent de suivre la ligne du gouvernement. Ils continuent de dire, la loi 2, c'était une bien bonne loi. On avait besoin du bâton. Il fallait les mettre au pas. C'était des paresseux. Ils sont au golf le vendredi. Moi, je n'ai pas entendu personne dire le contraire des propos du premier ministre. La loi 2, c'est une bonne loi. On avait besoin de ça. Mais la loi 19, c'est une bonne loi, puis on a besoin de ça. La loi 19 fait le contraire de ce que la loi 2 faisait. Vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas, M. le Président, dire que les deux lois se tiennent. C'est un choix qu'ils doivent faire. Je comprends qu'aujourd'hui, là, ils disent que la loi 19, c'est bon pour le Québec, c'est ça qui va améliorer les choses, c'est là qu'il faut aller. Mais ça, c'est la carotte. L'autre, c'était le bâton. Il faut choisir, M. le Président. Dans le projet de loi 19, le gouvernement nous dit qu'il va y avoir une prise en charge de 500 000 Québécois, dont 180 000 vulnérables. Les patients vulnérables, par exemple, M. le Président, c'est des patients qui ont plusieurs conditions, des patients peut-être qui ont le diabète, des patients qui ont des conditions qui les rendent physiquement vulnérables à la maladie. Eux nous disent que ça va être une prise en charge. Prise en charge, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, là, mais une prise en charge médicale, pour moi, puis je pense pour la grosse majorité du monde, ça veut essentiellement dire que tu as accès à un médecin, que ce médecin-là peut t'envoyer faire des tests, qui va t'aider avec ton suivi, il va avoir tes résultats de tests, il va te référer à un spécialiste au besoin, tu es prise en charge. Pas moi qui est obligé de me battre pour 50 000 tests différents, pour 50 000 affaires différentes. J'ai un professionnel qui m'est attitré et qui, normalement, dans un contexte où tout fonctionne, fait en sorte d'agir comme point de départ pour tous les autres services dont je peux avoir besoin. C'est lui qui m'envoie pour mon CT scan. C'est lui qui m'envoie pour la prise de sang. C'est lui qui me donne mes résultats de test. Le gouvernement promet une prise en charge à 500 000 Québécois. Mais le docteur Ammiot, celui qui a négocié avec le gouvernement, lui, il dit, attendez une minute, là. 500 000 prises en charge. Nous, ce à quoi on s'est engagé, c'est de fournir un rendez-vous médical pour chacun de ces patients. Alors, si on atteint l'objectif de 500 000,
ça va être 500 000 rendez-vous médicaux. Alors là, je demande là, si c'est possible, parce que c'est à peu près impossible d'avoir une réponse de la ministre de la Santé là-dessus. Je demande aux 20 députés caquistes qui sont dans la salle ici aujourd'hui, là, M. le Président, d'aller voir avec la ministre de la Santé, puis d'essayer de trouver une réponse. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là vont être pris en charge? Est-ce qu'ils vont avoir un point de départ pour tous leurs besoins médicaux? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont avoir un rendez-vous, en moyenne? Parce qu'un rendez-vous pour une personne vulnérable, M. le Président, là, ça ne va pas bien loin. Un rendez-vous pour une personne vulnérable, c'est aux 2 mois, peut-être aux 3 mois. C'est ce dont ils ont besoin, ce sont des patients vulnérables. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, M. le Président, ça, c'est les normes mises de l'avant, en moyenne, pour la prise en charge, la vraie prise en charge d'un patient comme celui-là. Alors, est-ce que c'est 500 000 rendez-vous dans l'année, comme le dit le docteur Ammiot, de la Fédération des médecins, celui qui a négocié avec le gouvernement, ou est-ce que c'est 500 000 prises en charge, comme le dit la ministre de la Santé? Parce que ça, c'est 2 affaires complètement différentes. Et si le gouvernement pense qu'il peut se rendre à travers la session parlementaire, à travers l'été, à travers la campagne électorale, sans être clair, honnête, transparent avec la population, c'est un mauvais calcul, M. le Président. Parce que vous savez ce que le gouvernement a fait aujourd'hui, hein? Le gouvernement, il nous dit, avec tous ces nouveaux patients-là pris en charge, il y a maintenant 7,2 millions de Québécois qui sont pris en charge, puis on va augmenter. Ils sont en train d'être pris en charge. On va se rendre à quoi? 7,5, 7,6 millions. La réalité, M. le Président, c'est que ces gens-là, ils doivent passer par le GAP. Puis je ne sais pas si vous avez essayé dernièrement de passer par le GAP, là, mais ce n'est pas l'affaire la plus simple au monde. Appelle, essaye d'avoir la ligne. Peut-être ça va marcher, peut-être ça ne marchera pas. Ils vont te rappeler. En théorie, en 48 heures. Peut-être en 72. Ils vont te rappeler. Puis là, ils vont dire, peut-être tu peux avoir un rendez-vous, peut-être tu ne peux pas en avoir. Ça dépend de ta condition. Peut-être que tu fais le mieux, peut-être que ça va mieux, puis tu n'en as pas besoin, M. le Président. Ou peut-être que ça ne te tente pas d'attendre un autre 2-3 semaines pour avoir un rendez-vous. En fait, quand le GAP va te rappeler, tu as 3 chances. Si tu ne réponds pas au téléphone après 3 fois, si tu travailles, par exemple, oublie ça, il faut que tu recommences à zéro. Ce n'est pas un accès privilégié, ça, M. le Président. C'est les 12 travaux d'Astérix. Et l'idée du GAP, là, peut-être qu'elle était bien bonne. Quand ils ont développé ça au Bas-Saint-Laurent pour une clientèle bien précise, peut-être que ça pouvait marcher. Mais l'ex-ministre de la Santé, lui, au moins, avait la transparence de dire le GAP, c'est une mesure temporaire. Là, aujourd'hui, c'est plus ça. Ce n'est plus une mesure temporaire. Là, aujourd'hui, pour le gouvernement, on compte les gens qui sont inscrits au GAP comme ayant le même accès que quelqu'un qui a un médecin de famille. Voyons, M. le Président, ce n'est pas la même affaire. C'est 2 affaires complètement différentes. La réalité, M. le Président, c'est que le 1er octobre 2018, quand ces gens-là sont arrivés au pouvoir, il y avait 6 393 647 personnes avec un médecin de famille au Québec. 6 393 647. Ça, c'est leurs données à eux. C'est les données publiques qu'ils mettent sur les sites d'information du gouvernement. Ils disent qu'aujourd'hui, en fait, qu'il y a quelques semaines, M. le Président, c'est 5 994 332. Moi, ma fille, M. le Président est en 4e année, puis on fait les plus grands que, plus petits que, quand on fait les devoirs. Je vous annonce que 6 393 647, c'est plus grand que 5 994 332. Il y a plus de gens qui avaient un médecin de famille avant qu'ils arrivent au pouvoir. Il y en a 400 000 de moins aujourd'hui des Québécois qui ont un médecin de famille. 400 000 de moins. Ça va avec les autres promesses en santé de la Coalition Avenir Québec. Le 90 minutes à l'urgence, à l'hôpital de Gatineau, représenté par mon collègue de Chapleau, à l'hôpital de Gatineau, aujourd'hui, il y a 7 heures, 7 minutes d'attente. 90 minutes, c'est la promesse. 7 heures, 7 minutes, c'est la réalité.
C'est le même gouvernement qui avait promis un médecin de famille pour tous les Québécois lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Puis après ça, ils nous disent « Ah, il y a eu la pandémie, c'est pas de notre faute, il y a eu la pandémie. » Ah, bien sûr. Mais ils avaient promis un médecin de famille pour tous les Québécois. Là, la pandémie, ça fait quand même 6 ans, M. le Président, hein, que ça a commencé. Et aujourd'hui, il y a 400 000 Québécois de moins qui ont un médecin de famille, qui ont cette réelle prise en charge-là. Monsieur le Président, on va sur le projet de loi 19. Je vous ai dit tantôt qu'on allait voter en faveur du principe. Mais ce que le député des Îles a dit, c'est vrai. C'est qu'on fait les choses à l'envers en ce moment. Non, on nous demande de nous prononcer sur le principe du projet de loi sans entendre ce que les groupes ont à dire. Mais savez-vous ce qui est intéressant, Monsieur le Président? C'est que les groupes, ils n'ont plus rien à dire. Ils ne veulent plus venir en commission parlementaire. Ils sont tellement tannés des va-et-vient du gouvernement, d'un gouvernement qui n'a pas de vision, qui va vire le vent vers la poche, Monsieur le Président, au gré du vent, comme vous voulez. À chaque fois qu'ils sentent que l'opinion publique pourrait changer une petite affaire, bien, ils changent d'idée. C'est ça le gouvernement de la CAQ. Alors là, les intervenants, là, on leur demande de venir en commission parlementaire pour ce projet de loi-là. Ça ne leur tente même pas. Ça ne leur tente pas. Le Collège des médecins ne viendra pas en commission parlementaire sur ce projet-là. Les fédérations de médecins ne viendront pas en commission parlementaire sur ce projet de loi-là. La Fédération médicale étudiante du Québec ne viendra pas. Les médecins québécois pour un régime public ne seront pas entendus en commission parlementaire. Mais pire, M. le Président, Santé Québec. Santé Québec refuse de venir en commission parlementaire sur ce projet de loi-là. Vous savez pourquoi? Parce que Santé Québec avait refusé de se prononcer sur la loi 2. Il avait refusé de dire s'il pensait que c'était une bonne loi, s'il pensait que c'était pour les aider. Hein, quand tous les médecins disaient un après l'autre, là, ben, moi, je vais peut-être aller voir au Nouveau-Brunswick, moi, je vais peut-être aller voir en Ontario. Hey, j'ai eu l'appel de Doug Ford, je suis allé au webinaire du Manitoba, je vais peut-être prendre ma retraite. Santé Québec avait dit, ouf, vu que j'ai rien de bon à dire, moi, peut-être rien dire. Mais encore là, M. le Président, Santé Québec ne sera pas en commission parlementaire. Santé Québec, qui, honnêtement, dans d'autres dossiers, M. le Président, prend la part du gouvernement. Ça ne leur dérange pas d'avoir les mêmes arguments que le gouvernement. Mais dans ce dossier-ci, ils ne veulent pas venir nous dire quel va être l'impact de ce projet de loi-là sur l'accès aux Québécois, ce qui est leur job, l'accès aux Québécois. Là, Monsieur le Président, je vous ai dit depuis tantôt qu'on va aider le gouvernement à réparer les pots cassés. Sauf que, il y a encore la question des spécialistes. Bien malin soit celui qui peut nous dire ce qui va se passer avec les spécialistes. En fait, bien malin soit celui qui peut nous dire ce qui va se passer avec les médecins omnipraticiens, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est de la vraie prise en charge ou si c'est juste des rendez-vous. Mais pour les spécialistes, on est encore plus dans le néant. Et on est dans le néant, Monsieur le Président, malgré le fait qu'il y a 140 000 personnes qui attendent une chirurgie au Québec. On est dans le néant, malgré le fait qu'il y a 900 000 Québécois qui attendent pour voir un spécialiste. 900 000, c'est un Québécois sur 10, ça, qui attend pour voir un spécialiste. Et la plupart de ces gens-là, Monsieur le Président, sont hors délai médicalement acceptable. Ça veut dire que ça fait trop longtemps pour leurs conditions médicales, ça fait trop longtemps qu'ils attendent pour voir un spécialiste. Alors là, on veut bien aider le gouvernement à réparer les pots cassés. Mais on aimerait aussi savoir ce qui s'en vient. C'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce qui va se passer pour l'après? Comment on va assurer aux 900 000 Québécois qui vont être capables de voir un spécialiste? Comment on va assurer aux 140 000 Québécois en attente d'une chirurgie qui ont peut-être une chance de l'avoir? Comment on peut leur dire, non, non, attendez, allez pas au privé, dépensez pas votre argent durement gagné, il y a peut-être une chance que vous ayez votre chirurgie prochainement. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? Moi, j'encourage le gouvernement à regarder son projet de loi. Cette fois-ci, j'encourage les députés de la CAQ à lire le projet de loi.
C'est facile. Le projet de loi, il fait juste abroger des articles, mais il en reste quelques-uns. Et dans un des articles qui restent, mais c'est le 208. Vous savez ce qui fait l'article 208? Permet essentiellement au gouvernement de dire, malgré la négociation, c'est nous autres qui décident pareil. Alors, ça vaut quoi, la négociation dans ce contexte-là? C'est quoi l'intérêt des partis à négocier si le gouvernement ne peut pas être pris sur parole? Si on ne peut pas se fier que ce qu'on négocie, c'est ce qui va être appliqué. Alors, j'encourage quand même, M. le Président, le gouvernement à revoir, disons, cette orientation qui est maintenue. Peut-être qu'au lieu de 99 articles abrogés, peut-être qu'on devrait se rendre à 100. On peut arrondir vers le haut, faire un beau chiffron. Ça serait peut-être plus productif. Monsieur le Président, là, ça fait 8 ans que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir. Pendant les... on approche du 8 ans. Pendant les 6 premières années, on a, pour toutes sortes de raisons, là, pelleté par en avant, M. le Président. Et là, on s'est retrouvé dans les 2 dernières années avec un ministre de la Santé qui nous a dit la clé de la chose. La clé pour tout débloquer, après 6 ans, la clé pour tout débloquer, c'est la négociation avec les spécialistes et les omnis. Oubliez, M. le Président, qu'il y en a déjà eu d'autres négociations dans les 6 premières années avec les spécialistes et les omnis. Aujourd'hui, la clé pour tout débloquer en santé, pour donner un accès aux patients, pour que les gens pensent qu'ils en ont pour leur argent, c'est la négociation avec les médecins. Ils ont mis tous leurs œufs dans ce panier-là, M. le Président. Et le panier, malheureusement, il n'a pas tenu. Et là, on se retrouve avec un beau gâchis. On a eu le rapport des experts, on a eu le projet de loi 106, on a eu la loi 2, on a eu les médecins qui ont quitté, on a eu qui sont allés à leur retraite. Là, on se retrouve avec un projet de loi, le 16, qu'on a adopté ici pour enlever des mesures liberticides. Là, on se retrouve avec le projet de loi 19, M. le Président. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune idée comment améliorer les choses. Mais c'est ça la clé. Le ministre de la Santé nous a dit, c'est ça la clé, c'est la négociation avec les médecins qui va tout faire déboucher, qui va tout faire débloquer. Bien, si c'est ça la clé, on aurait dû avoir une idée d'où s'en aller. On aurait dû savoir si on tournait à gauche ou à droite, si on avançait ou on reculait. Et là, on a tout fait en même temps. Des projets de loi qui se contredisent, du dénigrement de la profession médicale sur la place publique, des départs de médecins, une population qui ne comprend pas où on s'en va, et encore aujourd'hui, un flou total sur ce qui a été négocié avec les médecins et ce que ça veut dire pour l'accès aux patients. Une fédération des médecins qui dit une chose, puis une ministre de la Santé qui en dit une autre. On est là, M. le Président. Mais j'aimerais ça vous dire que l'approche de la CAQ en santé est différente de l'approche de la CAQ en d'autres matières. Mais ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui. On a un gouvernement qui, aujourd'hui, là, se contredit continuellement. L'exemple du PEC, aujourd'hui, c'est le meilleur exemple. On a des candidats à la chefferie, à la Coalition Avenir Québec, qui semblent penser que celui qui va gagner, c'est celui qui va renier l'héritage caquiste le plus. On a un ministre de l'Immigration qui est pris entre son premier ministre et sa candidate à la chefferie. On n'a aucune vision claire de où on s'en va. Aucune! Et le dossier de la santé, M. le Président, c'est le meilleur exemple. Avance, recule, tourne à droite, tourne à gauche, mais tout ce qu'on a fait, c'est bon, tout ce qu'on a fait, c'est fantastique. Ça ne tient pas la route. Moi, j'aimerais ça, savoir l'opinion des députés ici présents, à savoir, est-ce qu'ils croient au projet de loi 2? Est-ce qu'ils croient à l'approche du bâton? Ou est-ce qu'ils croient au projet de loi 19? Est-ce qu'ils croient à l'approche de la carotte? Ça ne peut pas être les deux, M. le Président. Ils ne peuvent pas tenir cette ligne-là. Mais à la base,
et j'y reviens en terminant, M. le Président, la base là, pour la suite. Parce que nous, on va appuyer le principe du projet de loi 19. Mais on va demander, lors de la commission parlementaire, on va demander des réels engagements de la part du gouvernement pour savoir comment il pense que ça va améliorer le sort des patients. Le flou qu'entretient en ce moment la ministre de la Santé, voulu ou non, nous on pense que c'est voulu, M. le Président, mais voulu ou non, le flou à savoir que 500 000 patients vont être pris en charge, on va exiger une clarification là-dessus. Tout comme on va exiger de savoir ce qui s'en vient avec les spécialistes, pour les patients, pour les 900 000 qui attendent la consultation, pour les 142 000 qui attendent leur chirurgie, pour tous ceux qui ne sont même pas rendus à attendre la consultation en ce moment. C'est ce qu'on demande au gouvernement de la CAQ. Je comprends que c'est beaucoup leur demander, après 8 ans, d'avoir une direction claire alors qu'ils s'éparpillent dans toutes les directions. Mais c'est comme ça qu'on va s'y prendre pour la suite du débat, M. le Président, pour savoir ce que ça veut dire pour les patients. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député de Pontiac. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, le principe du projet de loi numéro 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population, est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi 19, la loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux, soit déféré à la Commission de la Santé et des Services sociaux pour son étude détaillée et que la ministre de la Santé soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Cette motion est-elle adoptée? Adopté. Adoptée. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais de bien vouloir suspendre nos travaux jusqu'à la tenue des débats de fin de séance, s'il y a lieu. Il n'y a pas de débat de fin de séance, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. On peut en rajouter s'il est intéressé. Pardon? On peut en rajouter. Ah non. Cette motion est-elle adoptée? En conséquence, nous ajournons nos travaux au mercredi 11 février 2026 à 9h40.